Au bord d'un lac oublié, là où les pins se penchent sur l'eau et où le vent fait chanter la neige, se dressait une vieille maison de rondins. Elle semblait abandonnée, mais la fumée qui s'échappait de la cheminée trahissait la présence d'un homme. Stepan Yefimovitch, 68 ans, ancien garde forestier, vivait là seul depuis des années. Depuis la mort de sa femme, il avait fui la ville, ses bruits, ses visages pressés, ses promesses creuses. Il avait vendu son appartement, emporté quelques photos, un samovar cabossé, une vieille radio, et s'était retiré dans cette solitude qu'il croyait définitive. Dans cette cabane de bois gris, il avait trouvé un abri, pas contre le froid, mais contre la vie elle-même. L'hiver touchait à sa fin. Le vent restait mordant, mais sous la neige apparaissaient déjà les premières gouttes d'eau, comme des larmes sur le rebord des fenêtres. Ce matin-là, Stepan s'était levé avant le soleil. Il avait nourri le feu, versé du thé dans sa tasse et s'était assis sur le perron, contemplant la forêt. Il y avait dans le silence du matin quelque chose d'immense, presque religieux. On entendait le bois craquer sous le gel, et quelque part au loin, un oiseau lançait son cri bref, comme un salut au jour qui naissait. Stepan inspira profondément. Il aimait ce froid qui brûlait les poumons, cette immobilité parfaite où chaque bruit semblait venir d'un autre monde. C'est alors qu'il entendit un son étrange, à peine perceptible, un gémissement sourd, prolongé, presque humain. Il crut d'abord que le vent jouait dans les branches, mais le bruit revint, plus proche, plus réel. Il posa es a tasse, es eleva, scruta la lisire. Et soudain, il la vit. Entre les troncs, une masse sombre avançait lentement. Une ours. Immense, fatiguée, haletante. Sa fourrure était mouillée, collée par la neige fondue, et dans sa gueule pendait un petit corps inerte. Stepan sentit son cœur s'arrêter. L'instinct du forestier lui criait de rentrer, de fermer la porte, mais quelque chose en lui refusa. Cette bête blessée, aux yeux noirs et brillants de détresse, n'avait rien d'un prédateur. Elle ressemblait à une mère qui implore. L'ours s'approcha du perron, s'arrêta à quelques mètres, posa doucement le petit sur la neige, puis recula. Sa respiration faisait de la vapeur dans l'air glacé. Elle ne bougeait plus, ne grondait pas, seulement attendait. Stepan hésita, le corps raide, la peur au ventre. Pourtant, la pitié fut plus forte. Il descendit les marches lentement, chaque craquement de neige résonnant comme un coup de tonnerre. Le petit ourson ne donnait presque plus signe de vie. Il avait l'oreille tachée de sang séché, et sa poitrine frémissait à peine. Quand Stepan posa la main sur sa fourrure, il sentit sous ses doigts un souffle, si faible qu'il en eut les larmes aux yeux. Il vit, murmura-t-il, comme pour s'en convaincre. L'ours ne bougea pas, mais son regard semblait s'adoucir. L'homme comprit qu'elle lui confiait ce qu'elle avait de plus cher. Alors, sans plus réfléchir, il ôta son vieux chandail de laine, enveloppa le petit dedans et le serra contre lui. Le contact du froid transperça le tissu, mais dans ce poids léger contre sa poitrine, il sentit battre quelque chose qui lui rendait le monde. Il rentra précipitamment dans la cabane, ferma la porte, alluma le feu, installa l'ourson près du poêle, sur une couverture. Il fit chauffer de l'eau, y mit un peu de miel et tenta d'en verser quelques gouttes entre les lèvres du petit. Rien d'abord. Puis un faible mouvement de langue, presque imperceptible. Stepan retint son souffle. Il se mit à lui parler doucement, comme à un enfant. « Bois, petit. Bois et vis. » Les heures passèrent ainsi, entre le feu qui craquait et le souffle fragile de la vie qui résistait. Dehors, la nuit tomba. Le vent redoublait, faisait gémir les volets. Stepan s'approcha de la fenêtre et vit, au loin, la silhouette de l'ours. Immobile, massive, silencieuse, elle observait la maison. Il posa une main sur la vitre glacée et murmura « Je te le promets, je veillerai sur lui. » La bête ne bougea pas, mais il lui sembla que le vent se calmait un peu, comme pour approuver. Le vieil homme s'assit près du feu. Il n'avait pas prié depuis des années, mais cette nuit-là, il pria sans mots. Pour la petite créature endormie, pour cette mère dehors dans la neige, pour ce lien étrange qui, pour la première fois depuis la mort de sa femme, rallumait en lui quelque chose de vivant. L'aube suivante arriva avec le bruit du bois qui craque et le souffle du vent sous la porte. Le feu s'était éteint, mais Stepan se leva, raviva les braises, et lorsque la chaleur revint, il sentit sous ses doigts la fourrure de l'ourson tiédi. Il sourit, un sourire timide, presque incrédule. Le monde n'était pas perdu. Pas encore. Il se pencha vers la petite bête, lui parla à voix basse. « Tu sais, moi aussi j'ai perdu mon foyer. J'ai perdu ma femme, puis mon fils, puis le goût des jours. Peut-être que le bon Dieu t'a amené ici pour que je me souvienne de ce que c'est que d'aimer. » L'ourson ne répondit pas. Seul son souffle régulier, fragile mais présent, emplissait la pièce. Stepan ferma les yeux, écouta cette respiration, et dans ce bruit léger, il crut entendre le battement de son propre cœur. Dehors, la neige retombait, douce, légère. Au loin, la forêt respirait, vaste et apaisée. Et quelque part entre les pins, une ours veillait.
L'aube se leva sur la forêt avec un froid plus doux. La neige, durcie pendant la nuit, reflétait les premiers rayons d'un soleil timide. Dans la maison de Stepan, le feu ronflait déjà dans le poêle, remplissant la pièce d'une chaleur lourde et rassurante. Sur la couverture, près de la braise, l'ourson respirait lentement, sa petite poitrine soulevant à peine le tissu. L'homme s'agenouilla, posa la main sur son flanc, il était tiède, vivant. Un sourire rare traversa son visage. Il n'avait pas senti une telle paix depuis des années. Il prépara un peu d'eau tiède sucrée au miel, laissa couler quelques gouttes sur les lèvres du petit qui bougea faiblement. Stepan murmura. Doucement, petit. C'est bon signe, tu entends? Tu reviens de loin, toi aussi. Puis il resta là, à écouter le feu et le souffle de la créature, comme s'ils respiraient ensemble. Chaque crépitement dans le poêle lui rappelait le battement d'un cœur, et dans ce rythme calme, la maison semblait revivre. Lorsqu'il sortit sur le perron, le froid le saisit à nouveau. Devant lui, la forêt s'étendait, vaste, silencieuse. Et là, entre les troncs, il la vit. L'ours. Toujours à la même place, assise, immobile. Elle semblait attendre, respirant lentement, comme une sentinelle. Stepan leva la main. Il vit. Je te le jure. L'animal ne bougea pas, mais il crut voir sa tête s'incliner légèrement, comme si elle comprenait. Ce geste silencieux le toucha plus qu'aucune parole. Entre eux, quelque chose de sacré prenait racine. Un pacte, fait de confiance et de respect. Les jours suivants, Stepan s'occupa du petit avec une patience infinie. Il le nourrissait, surveillait son souffle, lui parlait pour qu'il entende une voix humaine et sente qu'il n'était pas seul. Le soir, il restait assis près du poêle, racontant tout haut ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Ses regrets, la mort de sa femme, la solitude. L'ourson, roulé en boule, semblait l'écouter. Une nuit, pourtant, un bruit rompit la quiétude, un craquement de branches, suivi d'un souffle lourd tout près du mur. Stepan saisit sa vieille carabine, ouvrit la porte d'un geste brusque. Le froid s'engouffra, coupant sa respiration. Dehors, personne. Seulement de grandes traces de pattes dans la neige, allant du bois jusqu'à la maison, puis s'éloignant à nouveau. Il comprit, la mère était venue vérifier. Et cette fois encore, elle avait trouvé le calme. Au matin du 4e jour, Stepan décida d'appeler de l'aide. Il alluma sa vieille radio à manivelle, tourna les boutons jusqu'à entendre des grésillements. Enfin, une voix lointaine répondit. « Et ici station Petrozavodsk, qui parle ?» C'est Stepan. Ancien garde forestier de Medvedegorsk. J'ai trouvé un ourson blessé, abandonné. Il respire, mais il est faible. Sie längse. Puis une voix de femme, claire mais fatiguée. Un ourson? Vous êtes sûr? Où êtes-vous exactement? Dans la forêt, près du lac. La mère l'a déposé devant ma maison. Un silence stupéfait suivit. Je suis Yulia Sokolova, vétérinaire de la réserve. Ne le sortez surtout pas, gardez-le au chaud. Je serai là demain matin. Cette nuit-là, Stepan dormit peu. L'ourson, roulé près du feu, bougeait par moments, laissant échapper de petits gémissements. L'homme se leva plusieurs fois pour le couvrir, pour ajouter du bois. À chaque mouvement du petit, son cœur battait plus fort. Il savait que, dehors, quelqu'un veillait encore. Parfois, dans le vent, il lui semblait entendre le souffle lourd de la mer, comme une prière silencieuse. À l'aube, un grondement de moteur brisa le calme du lac. Stepan sortit et vit une voiture s'arrêter devant sa clôture. Une femme en descendit, grande, emmitouflée dans une parka grise, le visage marqué par la fatigue mais illuminé d'une détermination tranquille. À ses côtés, un homme massif, barbu, en manteau de chasseur. « Je suis Yulia Sokolova », dit-elle en tendant la main. « Voici Oleg Karovtsov, garde forestier. »« Entrez », répondit Stepan simplement. La chaleur les enveloppa dès qu'ils franchirent la porte. Le feu crépitait, la pièce sentait la résine et la fumée. Quand Yulia aperçut le petit roulé sur la couverture, elle s'arrêta net. Par tous les saints. Elle l'a vraiment confié à un homme. Elle s'agenouilla, toucha doucement la fourrure, écouta le cœur. La plaie est ancienne, dit-elle à voix basse. Un mâle a dû l'attaquer. C'est une chance qu'il ait survécu. Oleg observait la fenêtre. La mer rôde encore. Ses traces sont fraîches, à 30 mètres d'ici. Stepan hocha la tête. Je sais. Elle attend. Yulia leva les yeux vers lui. Vous avez fait quelque chose d'incroyable, Stepan Yefimovitch. Elle aurait pu vous tuer. Pourtant, elle vous a fait confiance. Pourquoi vous, à votre avis? Il haussa les épaules, le regard perdu dans le feu. Peut-être parce que moi aussi, j'ai perdu mon petit. Le silence tomba, lourd et respectueux. Yulia referma la couverture sur le corps du petit et ajouta doucement. Il vivra. Mais il faudra du temps. Gardez-le au chaud,
Veillez sur lui. Je reviendrai dans 2 jours. » Ils quittèrent la cabane, laissant derrière eux une odeur d'air frais et d'essence. Stepan resta seul, debout sur le perron, regardant la voiture s'éloigner dans la neige. Au loin, la forêt frémissait. Il savait qu'elle était là, cachée, à regarder. Il rentra, s'assit près du feu et posa la main sur la couverture. « Nous sommes 2 à survivre, toi et moi. » L'un du froid, l'autre du silence. Le petit remua faiblement, et dans ce léger mouvement, Stepan crut entendre la forêt respirer à nouveau. Les jours s'écoulaient lentement, rythmés par le feu et le souffle régulier du petit animal. La maison de Stepan avait cessé d'être un refuge pour vieillards, elle était redevenue vivante. L'ourson, que le vieil homme appelait désormais Mishka, reprenait des forces. Au début, il ne bougeait presque pas, ouvrant parfois les yeux pour chercher la chaleur. Puis, peu à peu, il tenta de se lever, de marcher jusqu'au poêle, et parfois même de jouer maladroitement avec les bûches empilées dans un coin. Stepan le suivait du regard, riant en silence, le cœur gonflé d'une tendresse qu'il croyait disparue depuis la mort de sa femme. Les matins étaient désormais emplis de bruit. Le cliquetis des casseroles, les craquements du bois et le pas lourd de l'ourson sur le plancher. Le soir, Stepan écrivait dans son vieux carnet, celui où il notait autrefois les traces d'animaux dans la forêt. Maintenant, il y inscrivait la température de la pièce, les progrès de Mishka, les moments où il avait bu, dormi ou grogné. C'était devenu un rituel, une manière de donner sens à ses journées. La forêt, elle aussi, semblait se réveiller. Les oiseaux revenaient, les ruisseaux chantaient sous la glace, et dans l'air flottait une promesse de printemps. Mais l'homme savait que chaque jour qui passait rapprochait le moment qu'il redoutait. Car un ourson, aussi doux soit-il, n'est pas un animal de maison. Il appartenait à la forêt, à sa mère, à la vie sauvage. Et cette idée, si simple, lui fendait le cœur. Un matin, on frappa à la porte. C'était Yulia. Son visage portait encore la fatigue des routes enneigées, mais ses yeux brillaient d'un éclat sincère. Elle entra, s'arrêta un instant, puis laissa échapper un léger rire de surprise. Par le ciel. Il a changé. Mishka, qui se tenait près du feu, releva la tête et renifla la visiteuse avant de s'approcher, hésitant, puis de lécher la manche de sa parka. Il vous reconnaît, dit Stepan avec un sourire discret. Il reconnaît la bonté, répondit-elle doucement. Julia examina l'animal, solleva es aparte, observa la cicatrice sur son oreille. La plaie est propre. Vous avez bien fait. Mais je dois vous prévenir, Stepan Yefimovitch, plus il reste ici, plus il s'attache à vous. Et vous, à lui. Il baissa les yeux vers le petit qui s'était allongé contre sa botte. Je sais, murmura-t-il. Mais comment le renvoyer dehors alors qu'il vient à peine de revenir à la vie? Julia soupira. C'est la loi du monde, pas la mienne. Dans 1 mois, il devra être relâché. Nous pouvons l'emmener dans le centre de réhabilitation à Petrozavodsk. Là-bas, il sera préparé à la vie sauvage. Stepan resta silencieux. Le mot « centre » lui parut froid, étranger. Il regarda Mishka, es a respiration paisible, son pelage brillante. Il n'y avait pas de cage, pas de science dans ce lien. Seulement la simplicité d'un miracle. Le soir, après le départ de Yulia, le vieil homme s'assit près du feu. Mishka dormait, roulé en boule sur la couverture. Dehors, le vent portait l'odeur des pins et quelque chose d'indéfinissable, comme un pressentiment. Stepan se leva, ouvrit la porte et sortit sur le perron. Sous la lumière pâle de la lune, la forêt semblait attendre. Et là, à la lisière, il la vit. L'ours. Elle était revenue. Massive, majestueuse, figée comme une statue de nuit. Son regard croisait celui de l'homme sans colère ni peur. Seulement l'évidence, elle n'avait jamais cessé d'attendre. Il vit, dit Stepan doucement. Regarde-le. Il vit grâce à toi. L'ours inclina la tête, puis disparut lentement entre les troncs. Le silence retomba, mais l'air restait chargé d'une présence invisible. Les jours suivants, Mishka devint plus vif. Il explorait la maison, renversait les seaux d'eau, tirait les rideaux. Parfois, il s'endormait la tête posée sur la botte de Stepan, et l'homme restait immobile pendant des heures pour ne pas le déranger. Cette vie partagée lui rendait la paix. La solitude n'avait plus le même goût, elle s'était changée en veille. Mais la tranquillité ne dura pas. Un après-midi, alors qu'il fendait du bois, Stepan aperçut un véhicule sur le chemin verglacé. 2 silhouettes en descendirent. Des hommes en uniforme vert foncé, portant l'insigne de la réserve. « Bonjour » lança l'un d'eux d'un ton officiel. « Vous êtes bien Stepan Yefimovitch ?»« Oui. »« Que me vaut votre visite ? On nous a signalé qu'un ours vit chez vous. C'est illégal, vous le savez. Il doit être transféré dans un centre. » Stepan posa la hache, le visage impassible. « Ce n'est pas un ours. C'est un survivant. » Les hommes échangèrent un regard.
L'un d'eux, plus jeune, hésita avant de parler. « Nous comprenons, mais c'est la loi. On reviendra dans 3 jours. Préparez-vous. » Quand le moteur s'éloigna, la forêt redevint muette. Stepan entra lentement, zasit prestu foi. Miška vint se blottir contre lui, ignorant tout du monde des hommes. Le vieil homme passa la main sur sa tête, les yeux humides. « On ne peut pas t'enfermer, murmura-t-il. Tu es né pour la liberté. » Cette nuit-là, il dormit peu. Il pensa à la route, au froid, à l'inévitable. Et quand l'aube vint, grise et paisible, il sut ce qu'il devait faire. L'aube s'était levée sur un monde lavé par la fonte des neiges. Le vent portait désormais l'odeur de la terre mouillée, du pain et de l'eau libre. Dans la cabane, Stepan préparait en silence son départ. Sur la table, il avait aligné quelques objets simples. Un thermos, une couverture, un peu de miel dans un pot de verre et une corde usée pour attacher le traîneau. Chaque geste était mesuré, lent, comme s'il voulait prolonger les minutes avant l'inévitable. Miška, devenu fort et trapu, le suivait partout, curieux et inquiet. Il flairait les sacs, reniflait la corde, grognait doucement, ignorant que tout cela n'était pas une promenade, mais une séparation. Stepan s'accroupit, prit sa tête entre ses mains. « Il est temps, murmura-t-il. Le monde n'est pas fait pour qu'on garde ce qu'on aime. Il est fait pour qu'on le laisse vivre. » Il attacha le traîneau derrière lui, y déposa le petit tonneau de miel et la couverture. La neige fondue rendait la marche difficile, mais il avançait, pas après pas, tirant la charge, tandis que Miška trottait à côté, l'air joyeux, inconscient du destin qui se préparait. Le soleil montait lentement derrière les pins, éclaboussant la forêt d'une lumière dorée. L'air vibrait de son nouveau. Le ruissellement de l'eau, le cri lointain des oies, le craquement des branches que la glace libérait. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à ce que la forêt s'éclaircisse. Au-delà des arbres, le lac Onega s'étendait, encore couvert de plaques de glace flottantes. Stepan s'arrêta là, à la lisière du bois. C'était l'endroit qu'il cherchait, celui où la forêt redevenait sauvage, là où l'homme n'avait plus sa place. Il détacha le traîneau, posa la couverture au sol et y déposa le pot de miel ouvert. Miška s'en approcha, renifla, puis plongea sa langue avec gourmandise. Stepan sourit tristement. « Oui, régale-toi, mon grand. C'est ton dernier repas ici, auprès de moi. » Le vent se leva, apportant une odeur familière, puissante, chaude, animale. L'ours apparut soudain entre les troncs, silencieuse et majestueuse. Ses yeux brillaient d'un éclat doux, presque humain. Miška leva la tête, hésita, puis émit un petit grognement. Il semblait reconnaître ce parfum, cette présence. L'ours fit quelques pas, s'arrêta. Elle ne montrait ni crainte ni colère. Stepan sentit ses jambes trembler. Il posa une main sur la tête du petit, l'autre sur son cœur. « Va, dit-il doucement. Elle t'attend. C'est ta place, pas la mienne. » L'ourson resta un instant immobile, les yeux perdus entre la forêt et la cabane lointaine de son maître. Puis, lentement, il s'avança. Il se retourna une dernière fois, son regard plongeant dans celui de l'homme. Ce regard contenait tout, la gratitude, la confusion, l'instinct. Stepan sourit à travers les larmes. « Merci, petit. » Te umas rendu vivant. Alors Miška s'élança vers la mer. L'ours le renifla, le lécha longuement, puis, d'un mouvement ample, l'attira contre elle. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans les pins. Le vieil homme resta debout, seul, regardant la forêt refermer son secret. Il resta ainsi longtemps, jusqu'à ce que le vent efface leurs traces dans la neige. Le retour fut silencieux. La cabane lui sembla plus grande, plus vide. Le feu s'était éteint, il ne tenta pas de le rallumer tout de suite. Sur la table, il laissa le carnet ouvert. La dernière phrase qu'il y écrivit fut simple. « J'ai rendu au monde ce qu'il m'a prêté. » Les jours suivants, Stepan tenta de reprendre le cours de sa vie. Il coupait du bois, observait les oiseaux, notait la fonte des glaces. Pourtant, chaque soir, il jetait un regard vers la lisière du bois, comme s'il s'attendait à voir 2 ombres surgir entre les arbres. La forêt, désormais, ne lui faisait plus peur. Elle lui parlait. Une semaine passa. Puis, un matin, il aperçut quelque chose devant le perron. Une branche de pin, 3 baies rouges et un petit caillou lisse. Posés côte à côte, comme un cygne. Il s'accroupit, les prit dans ses mains, et un rire, silencieux d'abord, monta dans sa gorge. « Merci, murmura-t-il. » Depuis ce jour, il laissa chaque soir une cuillère de miel sur le rebord de la fenêtre. Parfois, elle disparaissait, parfois non. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était de savoir que quelque part, au fond de la forêt, quelqu'un respirait le même air que lui. Les saisons changèrent. Le lac dégela, les pins se couvrirent d'aiguilles neuves, et les oies revinrent. Stepan vieillit encore, mais son regard avait perdu la tristesse de jadis. Il ne parlait plus de solitude, il parlait de paix.
Le feu, désormais, ne brûlait pas pour chasser le froid, mais pour célébrer la vie. Un soir d'automne, alors que la brume montait du lac, il s'assit sur le perron, la tasse de thé entre les mains. Le vent portait des parfums d'humus et de pluie. Là-bas, dans l'ombre des pins, une grande forme bougea. L'ours, plus grise, plus lente, apparut un instant, puis disparut. À ses côtés, un ours adulte, puissant, la suivait. Stepan ferma les yeux, la gorge serrée. « Va, mon fils, dit-il simplement. La forêt t'a rendu ton nom. » Le lendemain, il écrivit dans son carnet. Le silence n'est plus un vide. Il est devenu prière. Quand la nuit tomba, le vent fit trembler la flamme du poêle. Le vieil homme ferma les yeux et crut entendre, au loin, un souffle grave, apaisé, celui d'un ours marchant dans la neige. Alors, il sut que tout allait bien, pour lui, pour eux, pour le monde.